Bienvenue dans AfriConnect. Il n'a jamais été question de l'usage de la force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Mali et au Burkina Faso. Alors pourquoi au Niger, ras-le-bol de la CEDEAO ou refus en bloc de la France de renoncer à son principal et dernier allié au Sahel? Une fermeté qui pose question alors que les intérêts français sont nombreux au Niger, dernier bastion militaire, au Sahel, uranium. Et si l'enjeu principal au Niger était la guerre de l'uranium? On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour Agada Oumarou. On vous Bonjour, retrouve merci depuis beaucoup. Niamey au Niger. Vous êtes le président du parti RER Sabon-Tachiste, un jeune parti nigérien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français. Oui, c'est bon, merci et bonjour à tous. Bonjour également à vous, Drissa Meminta. Vous êtes porte-parole de Yerevoolo Debout sur les remparts. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans AfriConnect depuis Bamako au Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également et je salue de passage à tout le peuple nigérien qui nous suit actuellement. Alors pour commencer, d'abord ce focus sur le gisement d'Imouraren dans le nord-est du pays. À lui seul, il symbolise le potentiel du Niger en tant que fournisseur mondial d'uranium. On estime les réserves d'Imouraren à 200 000 tonnes. Le Niger constitue même le 7e producteur mondial d'uranium, mais l'accès à l'électricité dans le pays reste très faible. Pourtant, depuis près de 50 ans, la France exploite plusieurs mines d'uranium au Niger, dont celle justement d'Imouraren. Elle est présente à travers sa multinationale Ex-Areva, aujourd'hui devenue Orano. Agada Oumarou, est-ce que vous faites le lien entre le coup d'État au Niger contre Mohamed Bazoum et l'exploitation de l'uranium par la France dans votre pays? D'accord, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, il n'y a pas réellement un lien direct avec l'exploitation de l'uranium par la France. C'est plus une situation qui était là depuis au temps de Tanja Mamadou. La population avait remis en cause l'exploitation de l'uranium en tant que tel. Mais actuellement, ce qui se passe, la situation qui prévaut au Niger, c'est plus à cause de la malgouvernance et de la sécurité. Et ça a pris en même temps l'exploitation de l'uranium par la France qui a été dénoncée à maintes fois par les populations. Parce que réellement, l'exploitation par Areva qui a dû changer de nom pour prendre Orano était réellement avec énormément de problèmes pour la population d'Arlit qui vivait là-bas. Ils ont été exposés plusieurs fois à des radiations. L'environnement dans cet endroit était invivable et les populations en souffraient, même de l'eau potable. Ils n'avaient pas réellement accès à de l'eau pour boire réellement. Donc, ça a créé plusieurs problèmes autour de ça et ça a enchaîné avec ce. Drissa Meminta, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? On dit souvent que votre pays, le Mali, abrite cette route qui mène vers l'uranium du Niger. Est-ce que finalement la France, elle avait besoin d'une présence forte au Mali pour protéger ses intérêts au Niger? Je vous remercie beaucoup. Je remercie également mon frère nigérien qui est là. J'aimerais juste ajouter pour aller un peu plus loin que ce qui se passe au Niger actuellement a un lien, bien sûr, avec l'exploitation de l'uranium, parce que tout ce qu'il vient de citer comme misère, tout ce qu'il vient de citer comme exploitation ou bien comme problème, ont un peu de lien avec l'exploitation de l'uranium. Parce que vous savez, le Niger ne peut pas être septième pays producteur de l'uranium et que cet uranium ne profite pas aux Nigériens. Pourquoi ça ne profite pas aux Nigériens? Pourquoi il y a tant de misère alors qu'il y a de l'uranium? Parce que tout simplement, parce qu'il y a la France à travers ou bien, c'est pas, le nom m'échappe un peu, le nom de la société qui exploite l'uranium. Voilà, Orano. La France à travers Orano fait de telle sorte que l'uranium nigérien ne profite pas au Nigérien, mais ça profite bien sûr à la France. Il ne peut pas y avoir de l'électricité qui a quelque sorte un lien avec l'uranium nigérien et qu'au Niger, il n'y a pas de l'électricité. Tout simplement parce que cette exploitation-là ne profite pas, ne bénéficie pas aux Nigériens. Sinon, si l'uranium profitait aux Nigériens, je ne pense pas s'il y allait avoir autant de misère, autant de problèmes et même autant de coups d'État au Niger. Parce que pour bien exploiter cet uranium-là, la France met en place des régimes qu'elle peut contrôler
des régimes qu'elle peut exploiter, des régimes qu'elle peut même utiliser pour priver les Nigériens de leur dû, les Nigériens de leurs ressources naturelles. Et vous voyez, avec tout ce qui se passe dans le Sahel, il n'y a jamais de problème avec, comment dire là, le nom m'échappe toujours, il n'y a jamais de problème avec, voilà, Orano, il n'y a jamais de problème avec cette société. Les touristes vont, ils viennent, mais Orano, ça continue, l'exploitation, ça continue, malgré tant d'insécurité. Ça veut tout simplement dire que Orano est protégé, Orano est exploité, mais l'exploitation ne profite pas aux Nigériens. Alors, Drissa Meminta, vous avez cité Mamadou Tandja, qui a chuté lors d'un coup d'État. C'était avant l'élection de Mahamadou Issoufou. Agueda Oumarou, justement, qu'est-ce qui a causé la chute de Mamadou Tandja? C'est sa volonté de renégocier justement les contrats avec l'ex-Areva, vous croyez? Exact. Nous pensons que c'est ce qui a conduit réellement à sa chute parce qu'il a voulu toucher aux différents accords, renégocier ces accords qui n'étaient pas dans la faveur du Niger. Parce que je vais vous citer Mamadou Tandja qui avait utilisé en Hausa Moud Aboumou. C'est Aboun de Sukeso. Ça veut dire nous et notre bien, c'est à eux de nous dire ce qu'ils vont nous donner dedans. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles Mamadou Tandja disait nos richesses sont à nous et nous n'allons pas laisser quelqu'un d'autre les gérer et nous donner ce qu'il veut dedans. Et il a vraiment voulu renégocier ces différents termes-là des accords pour que les populations nigériennes puissent vraiment vivre de ça et puissent vraiment profiter des richesses nigériennes. Donc, ça fait partie des différents problèmes qui ont suivi sa chute. Mamadou Tandja qui souhaitait briguer aussi un troisième mandat, il faut le préciser. Mais depuis justement sa chute, quel bilan vous faites, vous, Agueda Oumarou, du partenariat franco-nigérien pour l'exploitation du précieux minerai, l'uranium? Merci beaucoup. Vous savez, depuis Mamadou Tandja, nous pensons qu'avec les nouvelles autorités qui étaient venues, le régime déchu, que les accords avec la France allaient s'améliorer. Parce qu'au début, on était parti sur cette voie de renégocier pour que, comme je vous le disais, pour que les populations nigériennes profitent réellement de ces richesses. Mais au fil du temps, avec les accords qui étaient là, rien n'avait changé concrètement. Et c'est comme si le Niger perdait de plus en plus. Vraiment, c'est comme si le régime protégeait de plus en plus, encore plus la France que de protéger la population. Et la population avait souffert réellement de cette malgouvernance qui était venue au niveau des minerais. Aujourd'hui, de 2010 à aujourd'hui, l'achat de l'uranium a baissé. Comme vous avez dit, c'est à 24%. L'uranium est acheté à combien au Niger pour aller être revendu à l'Union européenne? Aujourd'hui, au Niger, vous voyez la situation que nous vivons. Nous n'avons même pas d'électricité. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas indépendants. Et aujourd'hui, ils osent s'acclamer, dire que grâce à eux, l'économie a changé, nous sommes plus indépendants énergétiquement, alors que c'est faux. Nous ne voyons pas tout cela. Aujourd'hui, les populations se réveillent en tant que telles et veulent réellement voir dans quoi l'uranium va et qu'est-ce que l'uranium rapporte en tant que richesse. Le président Bazoum, juste un an après sa prise de pouvoir, il avait fait une conférence en disant que l'uranium du Niger, personne ne voulait l'acheter. C'était pas que personne ne voulait l'acheter, mais personne ne voulait, il ne voulait pas donner à quelqu'un d'autre qu'à la France. Et la France l'achetait au prix qu'il le voulait. Or que les autres pays qui vendent l'uranium, eux profitent pleinement de cette vente et les populations voient ça. Drissa Meminta, c'est vrai, il y a l'uranium, mais le Niger dispose également de ressources pétrolières et gazières. C'est une terre riche comme celle du Mali, votre pays, mais aussi du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry. Mais des ressources, vous l'aviez cité, Monsieur Oumarou, des ressources qui ne profitent guère aux populations en cause de l'insécurité, une exploitation inégale au point même qu'il y a des voix maintenant qui s'élèvent dans tous ces pays pour dénoncer le lien entre l'insécurité et l'exploitation jugée inégale de ces ressources. Pour quelles raisons, Drissa Meminta? Je pense que la raison est très simple parce que les voix qui s'élèvent pour dénoncer ça ont des arguments solides et ont même vécu des situations qui prouvent que, c'est-à-dire l'insécurité que nous vivons ici sont en quelque sorte liées à nos ressources. Maintenant, j'aimerais revenir un peu en arrière. Vous savez,
ce qui est très grave ici, avec nos dirigeants, souvent on se pose même des questions, est-ce qu'ils ne voient pas ce qui se passe chez les autres, ou bien est-ce qu'ils s'en foutent, ou bien est-ce qu'ils sont inconscients? Au lieu qu'un président se lève pour dire que moi j'ai de l'uranium, on n'achète pas, alors pourquoi ne pas penser, pourquoi ne pas trouver des voies et des moyens et transformer ce uranium-là en électricité sur place au lieu d'aller demander de l'électricité ailleurs? Vous avez de l'uranium, ceux qui achètent ça, ils en ont, comment dire là, ils vont avec eux et ils transforment ça en électricité. Donc il faut penser à transformer ça en électricité pour vous-même. Parce qu'aujourd'hui, dire que le Mali manque d'électricité, le Burkina manque d'électricité, le Niger manque d'électricité, alors qu'il y a de l'uranium au Niger et qu'on ne pense pas à transformer ce uranium-là en électricité sur place pour servir le Niger, le Mali et pourquoi pas même le Nigeria même. Alors souvent, on ne comprend pas ça de nos dirigeants qui ne pensent qu'à vendre, mais transformer sur place, ils ne pensent pas à ça et ils continuent de vendre et puis aller commander ailleurs. Maintenant, vous savez, avec l'insécurité et nos ressources naturelles, vous savez ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes très riches en ressources naturelles, comme vous l'avez dit, le Mali en pétrole, le Niger en uranium et même le Mali également, il y a un côté du Mali également, il y a de l'uranium. Mais vous savez, si l'État est stable, nous allons passer à exploiter ça. Et même si nous sommes libres, ce que je venais de dire, si nous sommes libres et que nous n'avons pas de pression, nous n'avons pas de problème, nous allons penser à exploiter le pétrole sur place, pourquoi pas transformer les déchets qui en proviennent. Penser à transformer l'uranium sur place, pourquoi pas ne pas avoir des centrales nucléaires chez nous. Alors, ce qui va faire que, au lieu que nous soyons dépendants de l'Occident, c'est l'Occident qui sera en ce moment dépendant de nous. Alors, chose que l'Occident ne veut pas, alors pour nous empêcher de penser à exploiter l'uranium, pour nous empêcher même de penser à utiliser notre pétrole pour nous-mêmes, alors l'Occident profite de ça, soit de semer des instabilités politiques, soit de semer, provoquer des rébellions. Et actuellement, ce que vous voyez avec, avec le terrorisme, c'est quand même bizarre de constater que la zone du Mali qui est instable, cette zone-là est très riche en ressources naturelles, soit du gaz, soit du pétrole, soit de l'or, soit, de l'uranium. Et si vous prenez la partie nord du Mali aujourd'hui, l'or est exploité, et il y a des informations précises qui nous viennent que l'or est exploité, extrait et souvent même transporté par certains pays occidentaux. C'est une partie qui est très riche en or. Alors, si le Mali est stable, si le Burkina est stable, si le Niger est stable, cela n'arrange pas les pays qui nous exploitent aujourd'hui. Alors, notre Vous êtes d'accord, stabilité... Agada Oumarou, on va faire réagir Agada Oumarou sur votre analyse. Vous êtes d'accord? Sur ce qu'il est en train de dire, oui, en quelque sorte, c'est une réalité qui est là. Tant que les régions du Sahel sont stables, c'est un problème parce que vous savez, un pays là où il y a la sécurité, un pays où tout va bien, les populations vont chercher réellement à se développer. Donc, il faut garder la population dans un état qui ne veut pas se développer, qui cherche à se battre pour sa sécurité, qui cherche à manger d'abord. Or, quelqu'un qui a la sécurité et qui est bien assis, où la stabilité règne, mais ils vont aller vers le développement, chercher à exploiter leurs propres ressources. Et ils vont réellement voir de quoi, ce qui se passe en fond, en fait, ce qui nous cache tout le temps. J'ai cette question, Agada Oumarou, puisque vous êtes au Niger, c'est un pays c'est le pays qui fournit le plus d'uranium à la France, en tout cas ces dernières années. C'est le cas aussi pour l'Union européenne. La France, elle se veut rassurante à ce niveau, elle ne se dit pas inquiète concernant ses approvisionnements d'uranium. Mais vous qui êtes sur place, est-ce que vous pensez que le parc nucléaire français, il est menacé avec la chute de Mohamed Bazoum? Vous savez, ce que nous vivons est historique actuellement au Niger. Parce que c'est des pactes, des accords qui ont été faits depuis des années. Et c'est des choses que, comme je vous avais dit tout à l'heure, le peuple a toujours remis en cause les différents accords-là. Et si on peut le dire, la chute de Bazoum était celui qui gardait réellement... c'était vraiment le dernier bastion des Français ici en tant que tel. Donc, le Mali, avec le Mali, les accords étaient coupés, avec le Burkina. Ici au Niger, si le Niger arrête de fournir l'Europe en uranium, mais c'est un problème pour eux. Et aujourd'hui, le Niger aussi peut penser à une centrale nucléaire pour créer de l'électricité pour le peuple nigérien. Ça fait des années qu'on nous parle du barrage de Kandaji qui allait nous alimenter en électricité. Mais nous pouvons aussi passer par l'uranium.
Donc, réellement, la France, sur les différentes procédures et la politique qu'il mène au Niger, n'est pas vraiment la politique souhaitée par les populations en tant que telle. Et la chute de Bazoum, si, vu comment ils sont en train de réagir, la France est en train de réagir jusqu'à refuser de reconnaître ce qui se passe actuellement, vous savez, ça entraînerait une déchirure entre la diplomatie française et nigérienne. Et cela va conduire à remettre en cause tous les différents accords qui ont été faits par le passé. Et ça peut vraiment créer un problème pour le nucléaire français ici au Niger. Et à votre avis, pour quelles raisons les militaires qui ont déposé le 26 juillet Mohamed Bazoum comptent le poursuivre en justice pour haute trahison et atteinte à la sûreté du Niger? Agada Oumarou, à votre avis, pourquoi? Vous savez, nous n'avons pas énormément de réponse à ça. Nous-mêmes, nous cherchons à savoir. Mais vous savez, le code pénal nigérien, à son article 62 et 63, est très strict sur ce qui est de la haute trahison ici au Niger, en fait. Et les messages qui ont été faits, les messages d'appel à intervenir militairement au Niger pour restituer le régime déchu. Et vu l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui aujourd'hui nous ne comprenons pas vraiment sa prise de force à dire de venir restituer avec la force jusqu'à participer à Abuja, à la conférence des chefs d'État. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Et tout ça, le code pénal dit que toute personne qui décide d'amener une intervention militaire ou bien tout autre qui pourrait déstabiliser l'État nigérien doit être poursuivi. Sur cette question-là, Samuel Minta, votre avis? Les poursuites sont envisagées à l'encontre de Mohamed Bazoum pour haute trahison, notamment? Oui, donnez-moi juste 30 secondes pour revenir un peu en arrière. La semaine passée, on a amené quelqu'un, soi-disant spécialiste, sur une chaîne publique française qui disait que l'intervention militaire au Niger est obligatoire d'une manière ou d'une autre, tout simplement parce que si l'intervention n'est pas lieu et que la France allait perdre l'uranium nigérien au profit de la Russie ou bien au profit de la Chine. Donc, raison pour laquelle il faut obligatoirement une intervention militaire au Niger. Juste pour vous montrer que le parc nucléaire français est menacé. Maintenant, en ce qui concerne le probable jugement de l'ex-président Bazoum, je pense que ce que Bazoum a fait, c'est très dangereux. Il n'a pas encore démissionné, mais quelqu'un qui appelle les forces extérieures à venir attaquer son propre pays, à venir attaquer les militaires de son propre pays, à venir attaquer les militaires qui ont donné leur vie pour lui, sa propre sécurité, je pense que c'est très dangereux et ça, je ne sais pas s'il y a même une autre qualification, c'est même plus grave qu'une haute trahison. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez l'ex-ministre des Affaires étrangères qui se pavane à travers les différentes chaînes de télévision, on se dit tout simplement que ce monsieur-là est entretenu par quelqu'un. On se dit que on comprend tout simplement que ce monsieur est entretenu et est au service de quelqu'un. Sinon, il n'ose pas venir au Niger pour faire ça. Alors, il est entretenu par qui? Il est guidé par qui? Il est au service de qui? Deuxièmement, nous avons des informations comme quoi que l'ex-président Bazoum a donné des informations très graves sur l'armée nigérienne. Alors, ce qui peut, même dans le futur, même en cas de non-agression, en cas de non-intervention, il y a des puissances qui auront des informations très graves sur l'armée nigérienne. Quel type d'informations, Drissa Minta? Je ne peux pas le dire ici, parce qu'il y a également des ennemis qui vont regarder cette émission pour que ces ennemis n'utilisent pas ces informations-là contre le Niger. Agada Oumarou, là-dessus, est-ce que vous êtes surpris, vous, que l'entourage finalement de Mohamed Bazoum, que ses fidèles s'organisent de l'extérieur pour le restaurer dans ses fonctions, et d'une part, et d'autre part, en quoi poursuivre aujourd'hui Mohamed Bazoum peut dissuader ces tentatives justement et convaincre aussi la CEDEAO de ne pas intervenir militairement au Niger? Donc, tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce que Idriss avait dit, juste 30 secondes. Vous savez, l'appel que tout le peuple veut réellement, c'est que le président Bazoum, qui est légitime, il dit être légitime, le pouvoir qui dit être légitime, nous l'appelons à démissionner parce que si réellement le peuple l'avait élu, réellement,
Pourquoi aujourd'hui refuser de démissionner? Le coup a été consommé. Donc maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est un retour à l'ordre constitutionnel que nous voulons tous. Donc pour revenir à cet ordre constitutionnel, il peut se représenter aux élections. Il n'est pas il est dans son premier mandat, donc il peut revenir en tant que deuxième mandat. Donc pourquoi faire appel aux militaires pour venir attaquer sa population? Aujourd'hui, nous savons comment cette guerre peut commencer, mais nous ne savons pas réellement comment ça va finir. Alors, vous savez qu'on présente donc le Niger comme le dernier bastion de la France au Sahel. C'est un bastion essentiel, notamment dans sa stratégie militaire dans la région. Mais c'est aussi le dernier bastion aussi. C'est un bastion important pour les États-Unis. Je dirais même surtout pour les États-Unis qui disposent également d'une base de drones dans le cadre de l'Africom. L'Africom, c'est le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Washington, d'ailleurs, qui n'a pas vraiment encouragé une intervention militaire, celle qui est envisagée par la CEDEAO, et qui a même entrepris un dialogue avec les militaires au pouvoir. Quels sont les objectifs visés par Washington, Agada Oumarou, et je vous ferai réagir Drissa Maminta juste après. D'accord. Vous savez, les États-Unis, après ce qui s'était passé en Libye, déjà Barack Obama l'avait dit. Ils avaient dit que c'était une erreur de leur part d'avoir participé à cette opération. Aujourd'hui, ils ne voudront pas prendre un nouveau risque de venir créer la même situation. Ils ont été à bonne école. Ils savent réellement ce qui se passe. Ils ne vont pas se positionner comme la France qui aujourd'hui se montre direct, ferme, jusqu'à pousser d'autres personnes à aller à l'encontre de ce régime. Les États-Unis et leurs objectifs, c'est réellement de garder une bonne entente avec le pays, que ce soit avec la junte ou bien le prochain régime, pour vraiment entretenir une bonne relation. Comme vous l'avez dit, c'est un de leurs derniers bastions aussi. Donc, si aujourd'hui les accords avec la France sont finalement dénoncés, ce serait peut-être une occasion pour les États-Unis de mieux s'implanter. Drissa Maminta, c'est vrai que les États-Unis, il faut quand même le rappeler, ont également affiché leurs ambitions sur le continent africain. C'était lors d'un sommet USA-Afrique. Est-ce que vous pensez qu'ils apprécient moyennement la présence française comme vous au Sahel et en Afrique globalement? Vous savez, les États-Unis, souvent quand je regarde leur diplomatie, ils savent être orgueilleux quand il faut et ils savent être également souvent humbles quand il faut, quoi. Les États-Unis ont appris vraiment des leçons de ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso. Aujourd'hui, si vous observez un peu les officiels américains qui parlent, vous sentez réellement qu'ils n'ont pas l'intention de suivre la France dans cette aventure-là. Mais malheureusement, la France, je ne sais pas si c'est par manque d'intellectuel ou pas, ou bien si c'est par manque de vision. Les États-Unis, leur problème aujourd'hui au Niger, c'est comment gérer l'après-Bazoum. Les États-Unis sont déjà dans l'après-Bazoum et ils mènent une diplomatie réaliste, comme eux-mêmes ils l'ont dit. Pour eux, leur problème aujourd'hui, c'est comment empêcher le Niger de basculer vers la Russie ou bien vers la Chine. C'est ça le problème, c'est ça leur inquiétude aujourd'hui. Parce que vous savez que les États-Unis ont des militaires sur place au Niger et je ne sais pas ce qu'ils font déjà sur place, mais quand même, ils comptent rester. Alors, ils savent bel et bien que s'ils tirent sur les ficelles, ils risquent de partir avec les militaires français. Alors, la raison pour laquelle ils sont en train d'abandonner en quelque sorte en plein vol la France dans cette histoire-là. Pour conclure, on sait que les États-Unis se montrent frileux, mais il y a aussi l'Algérie qui s'oppose catégoriquement à une intervention militaire au Niger, l'Algérie qui a des intérêts économiques puisque le pays a signé avec le Nigeria et le Niger un accord pour concrétiser la mise en place du gazoduc transsaharien qui doit permettre d'ailleurs à l'Algérie de livrer du gaz à l'Europe. Dans ce contexte-là, finalement, parce qu'on sait que le Nigeria est concerné aussi à des intérêts économiques et il y a au Nigeria, il y a une frange de la classe politique qui s'oppose de toute façon à une intervention militaire au Niger. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui motive la CEDEAO, Drissa Maminta? Ce qui motive la CEDEAO aujourd'hui, c'est préserver l'intérêt des bailleurs. Les bailleurs, c'est qui? C'est l'Union européenne et la France. Sinon, ce n'est pas, l'intérêt du peuple de la CEDEAO, ni
l'intérêt du peuple africain. Parce que vous venez de le dire tout à l'heure que l'Algérie a une immense frontière quand même avec le Niger. Et en cas d'attaque, les terroristes vont se replier soit sur l'Algérie, soit sur le Mali. Et la zone va être complètement, en désordre. Donc, cela n'arrange pas ni le Mali, ni l'Algérie, et même ni les autres pays qui font frontière avec le Niger. Alors, on voit que l'Algérie, les États-Unis réagissent en fonction de leur intérêt, mais la CEDEAO et son allié la France ont également beaucoup à perdre avec une éventuelle intervention militaire. Comment vous réagissez à cela, pour conclure? Et donc, déjà, vous savez, nous, ce qui fait mal aux Nigériens, c'est que le Nigeria a oublié beaucoup de choses. Au temps de la guerre du Biafra, avec Boko Haram, nous n'avons jamais fermé nos frontières. Nous étions toujours là avec le Nigeria. Qu'on voit le peuple frère du Nigeria faire cela, nous, ça nous étonne. Et encore, quand on voit siéger à la CEDEAO un président comme Macky Sall qui n'arrive pas à tenir son pays correctement, aujourd'hui, vous voyez, il a dû fermer son principal opposant, ou dans un pays où il y a un soulèvement populaire chez lui, un président qui est contesté aujourd'hui, ou encore un monsieur comme Alassane Ouattara qui lui aussi est dans un coup d'État constitutionnel. Personne n'a décidé d'aller l'enlever de son fauteuil président. Il est dans un troisième mandat, ce qui est contre la Constitution. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Et c'est ces personnes-là qui veulent décider de venir restituer le président Bazoum. Si le peuple nigérien même décide de dire que non, nous ne voulons plus d'eux, pourquoi le restituer? S'ils veulent réellement qu'il revienne, ils n'ont qu'à aller aux élections, nous remontrer que le président est voulu. Nous avons, tous les partis politiques ont été créés pour ça, pour aller à l'exercice du pouvoir. Donc, nous ne comprenons pas les sanctions de la CEDEAO. Et pour la première fois, dans les sanctions de la CEDEAO, nous voyons de telles mesures prises en moins d'une semaine, sans passer par le dialogue, sans passer par des émissaires. D'un coup, dire que non, eux, ils vont attaquer le Niger. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais nous n'arrivons pas à comprendre cela. Avec le Burkina et le Mali, ça n'a pas été comme ça. C'est comme si le Niger leur fermait une richesse où le Niger est la clé de voûte qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Merci à vous, Agada Oumarou. Je rappelle que vous êtes le président d'un jeune parti politique dans votre pays, le parti RER Sabon-Tachi. Merci à vous et merci également à vous, Drissa Maminta, porte-parole de Yerewolo, Debout sur les remparts. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.